Bonjour et bienvenue dans notre émission Le Salon de la Réflexion. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur François Clausel, qui est directeur du CDP, Centre de développement professionnel Pierre Deschamps, qui est situé au lycée international Jean Mermoz. Bonjour Monsieur Clausel. Bonjour madame et merci beaucoup de m'inviter dans votre émission. Avec plaisir. Alors Monsieur Clausel, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené à aboutir à être le directeur de ce centre de formation? Bien. Oui, donc je viens de province en France, je suis de Brive-la-Gaillarde en Corrèze, et donc mon parcours est celui d'un professeur des écoles. Je suis devenu professeur des écoles au début des années 2000, et j'ai enseigné en tant qu'instit en Corrèze pendant quelques années. Je suis ensuite devenu directeur d'une école de Brive pendant 7 ans. Et donc j'étais titulaire de ce poste et ça aurait pu durer encore et encore. Et puis au milieu des années 2010, un petit vertige me prend et je me demande si je reste directeur de cette école pendant des années et des dizaines d'années, ou bien si on essaie de rebondir. Et donc la question des établissements français à l'étranger se pose. Il y en a beaucoup. Il y en a 500 de par le monde. Mais lorsqu'on est enseignant en France, en fait, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit quand on n'est jamais sorti de France. C'est un peu exotique toute cette affaire-là, mais on tente quand même le coup. Donc j'ai postulé à diverses possibilités à l'étranger et j'ai été pris sur un poste de directeur d'école, toujours en Espagne, à Valladolid. D'accord. Où j'ai passé 4 années entre 2016 et 2020. Et donc là, on découvre un monde différent, ouvert sur d'autres cultures, sur d'autres langues, et c'est absolument passionnant de vivre cette expérience-là. Et donc, de fil en aiguille, d'autres propositions se font, et en 2020, il y avait l'ouverture de ce centre de développement professionnel à Abidjan. Donc la Mission laïque française, qui est l'association du lycée Mermoz, ouvrait un centre de développement professionnel, et donc le poste m'a été proposé au moment du Covid, alors que j'étais donc toujours à Valladolid. Et donc j'ai accepté ce poste et je me suis retrouvé donc en Côte d'Ivoire, pour mon plus grand bonheur, en 2020. Donc là, j'achève ma 4e année au CDP. D'accord. Donc votre première expérience en Afrique. C'est ma toute première expérience en Afrique. Ce n'était pas forcément prévu dans le plan, pour la bonne raison qu'il n'y a pas de plan. Mais en tout cas, c'était pas une volonté particulière de ma famille que de se retrouver en Afrique, mais l'opportunité a existé, on s'est interrogé. Pour tout vous dire, on avait une connaissance de l'Afrique qui est celle que nous pouvons avoir dans les manuels scolaires, par notre propre éducation, etc. Donc je ne connaissais pas grand-chose de la Côte d'Ivoire, donc très rapidement on s'est beaucoup documenté, mais il faut le vivre. Il faut le vivre. Et donc on a passé 4 années formidables ici à Abidjan. Merci à vous, ça fait plaisir. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus attiré, qu'est-ce qui vous a donné le plus envie en fait de travailler dans le monde de l'éducation? Donc là on repart un petit peu au point de départ de la question de tout à l'heure. Alors, ce parcours est assez linéaire. Il n'y a pas forcément une vocation absolue à devenir enseignant, comme on peut l'entendre parfois. J'ai fait des études en économie et en droit. Et à un moment donné, l'occasion de passer le concours pour devenir enseignant s'est présentée. J'ai saisi cette opportunité comme j'aurais pu en saisir une autre. J'aimais bien le journalisme par exemple, mais c'est ce concours-là qui est arrivé. J'ai été reçu et je suis entré à l'IUFM, donc qui est l'ancienne, enfin le nom de l'époque pour école normale, pour se préparer au métier d'enseignant. C'était à Bordeaux. Et derrière, je suis devenu enseignant. Après, c'est quelque chose que de toute façon j'appréciais. J'étais toujours dans le monde des enfants, on va dire. J'étais animateur en centre de loisirs, j'étais directeur de centre également de vacances. Donc ça tournait autour de ça. Donc le concours était une suite logique, et même si ce n'est pas une vocation, c'est quelque chose qui m'a rapidement passionné.
Et donc, je n'ai cessé de faire des rentrées scolaires. Là, j'ai actuellement 43 ans et j'en suis à ma 40e rentrée scolaire, puisque depuis l'âge de 3 ans, en Vous fait, êtes à l'école. ça a été assez ininterrompu. Alors, le risque, c'est parfois d'être décroché par rapport au monde réel, on va dire, puisque le monde de l'éducation est un monde particulier. On ne sait pas véritablement ce qu'est une entreprise et on se dit que parfois il ne faut pas perdre de vue ces réalités-là. Complètement. Mais c'est pas simple quand on a fait que ça. Et qu'on est passé d'école en école, d'élève à étudiant, d'étudiant en enseignant, puis directeur d'une école. Voilà, il faut rester ancré au réel, et pour ça on a les familles qui peuvent nous le rappeler de manière fréquente, et c'est important d'avoir bien les pieds sur terre. Pieds sur terre, oui, pour être, comme vous dites, ancré dans cette réalité-là. Alors, il y a quelque chose d'assez à la fois extraordinaire et révolutionnaire qui est apparu il y a très peu de temps, c'est l'intelligence artificielle, oui. Et qui a bouleversé beaucoup de choses dans notre environnement et dans notre fonctionnement quotidien. Alors, est-ce que ou comment est-ce que vous l'intégrez, donc depuis très peu de temps, dans les formations? Et est-ce que vous le faites d'ailleurs? Alors effectivement, c'est une révolution qui découle d'une autre qui est celle du numérique, qui est une révolution, elle, qui date maintenant de 20-30 années, mais qui avait déjà pas mal bouleversé en fait le métier, la fonction d'enseignant. Il a fallu s'approprier de nouveaux outils, c'est venu petit à petit, et là tout d'un coup déboule dans le paysage la question de l'intelligence artificielle et la nécessité de se l'approprier, parce que de toute façon elle est là. Je le précise parce que certains restent réfractaires, ne veulent pas en entendre parler, sont bloqués par rapport à l'intelligence artificielle. Alors, il y a une expression qu'utilisent beaucoup nos amis québécois, je crois, c'est que lorsque le dentifrice est sorti du tube, on ne peut pas faire on peut pas faire machine arrière. Et là, pour le coup, au niveau de l'intelligence artificielle, le dentifrice est bien sorti du tube. Et donc, il est absolument nécessaire de s'approprier cette chose-là, pour ne pas être en reste, pour ne pas être en retrait, et même vis-à-vis de nos élèves. Lorsqu'on discute avec des enseignants, leur peur principale est celle que les élèves s'approprient cet outil avant eux, et puis ce qui revient de manière récurrente, c'est la question de la triche, tout à fait, et de la possibilité de récupérer des données. Mais en fait, cette possibilité existe depuis qu'Internet existe. Là, les solutions s'améliorent, mais en fait, cette question est un épiphénomène dans la question générale. Et oui, nous travaillons sur l'intelligence artificielle dans nos formations depuis le départ. Alors, c'est pas si vieux que ça. Le CDP existe depuis 4 ans, nous n'en parlions pas au départ. Tout à fait. Mais depuis 2 bonnes années maintenant, nous l'intégrons à toutes nos formations, nous nous appuyons dessus. Et la première des choses, c'est pour montrer aux enseignants qu'au-delà de ce premier réflexe de se dire que ça peut être un outil dangereux pour les élèves, c'est surtout une opportunité extraordinaire pour le métier d'enseignant, car l'intelligence artificielle offre des possibilités immenses. Oui. Et lorsque nous montrons ces possibilités-là aux enseignants, alors leur regard change, évolue, et puis ils s'appuient dessus. Alors, chacun a son rythme. Nous avons dans nos formations, nous avons un éventail de personnes qui s'approprient le numérique de manière très variée. Donc, on a des formations aussi qui sont adaptées à tous les niveaux et qui permettent aux gens de se former au numérique avant même de parler d'intelligence artificielle. C'est nécessaire. Maintenant, donc, au niveau intelligence artificielle, toutes les formations intègrent cette question-là. Nous apprenons aux enseignants à l'utiliser, pour le développement de leurs propres cours, pour les questions de programmation, de progression de cours, au quotidien dans leur utilisation pour des activités qu'ils peuvent mettre en pratique avec les élèves, et pour permettre à leurs élèves de s'approprier cet outil-là aussi, parce que c'est absolument nécessaire. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les apprentissages envers les élèves? Oui. Alors, on va prendre donc l'exemple d'un outil qui est celui qui pour le moment est le plus à la mode, même si désormais il y a de nombreuses
possibilité qui existe, c'est ChatGPT, qui est celui, on va dire, qui est arrivé le premier sur le marché et qui est utilisé avec plusieurs versions, une version gratuite, une version payante, mais la version gratuite est déjà optimale. Aujourd'hui, on peut intégrer, par exemple, des documents, des dossiers PDF qu'on va charger sur l'intelligence artificielle pour lui poser des questions à ce propos-là. Donc, la manière de l'utiliser avec des élèves, c'est leur permettre de travailler avec cet outil pour essayer de trouver des données qui vont leur permettre de mieux comprendre un cours, par exemple. Mais ça modifie en fait l'approche enseignante classique qui consiste par exemple à mettre le paquet sur la question de la mémorisation. On n'en est plus à ce stade-là, on est sur des questions où les élèves doivent aller chercher des données par eux-mêmes, être en capacité de discriminer le vrai du faux, ce qui est un vrai sujet actuellement aussi. Donc ces outils-là sont des outils d'appui qui permettent aux élèves, par exemple dans le cadre d'un cours, d'aller interroger l'intelligence artificielle, de lui poser un certain nombre de questions. Il faut approfondir en fait la question du script, qu'on appelle prompt. J'avais perdu le mot. Donc la question du prompt, c'est-à-dire si on pose une question banale et rapide à l'intelligence artificielle, il est probable que la réponse le soit tout autant. Maintenant, et dans les formations, c'est ce que nous faisons, nous apprenons aux enseignants à s'approprier cet outil et à développer des questions fines, précises, à rentrer dans le détail. Et en leur apprenant ceci, ils peuvent faire exactement la même chose à leurs élèves pour apprendre à creuser un sujet et obtenir une réponse qui soit tout aussi précise et efficace que la question. D'accord. Donc finalement, on utilise l'intelligence artificielle pour avoir des réponses, mais il faut quand même avoir une vraie capacité et faire une vraie recherche pour être capable de poser une question suffisamment pointue pour avoir la bonne réponse. Et parfois, ça prend autant de temps que si l'on avait développé le sujet par soi-même sans l'intelligence artificielle, mais la nuance, c'est qu'elle va nous apporter un certain nombre de données en plus. C'est-à-dire que si vous développez un sujet et que vous avez 3-4 idées précises, lorsque vous allez interroger l'intelligence artificielle, il est fort probable que ces 3-4 idées que vous aviez, elle vous les propose également. En revanche, il risque d'y en avoir un peu plus, et vous allez vous dire, tiens, je n'y avais pas pensé, et donc vous allez l'intégrer à votre propre réflexion. C'est donc un support, une aide capitale. Encore une fois, ce n'est pas de la triche. De toute façon, c'est là, ça existe. Donc, si on apprend à s'en servir, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en faisant qu'on s'approprie de plus en plus cet outil. C'est l'un des risques dans les formations, c'est-à-dire que les enseignants découvrent cet outil, le trouvent absolument formidable, s'enthousiasment pour l'outil pendant 2-3 jours de formation. L'ennui, c'est que s'ils ne continuent pas à développer et à pratiquer, très vite ça disparaît et ils vont s'en servir de manière sporadique et encore une fois, ils vont avoir une manière de traiter le prompt qui est superficielle, avec une question très rapide et une réponse assez banale finalement. Bon, après on a tous les profils, on a des enseignants qui entrent dans ce jeu-là et nous les accompagnons aussi sur le terrain après les formations pour qu'ils puissent utiliser l'outil avec leurs élèves et eux-mêmes dans le cadre de leur préparation. Parce que c'est une précision importante. Au-delà du travail fait avec ces élèves, il y a aussi tout le travail en amont qui peut servir au niveau de l'intelligence artificielle. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a aussi une nouveauté. Cette année au CDP, peut-être un peu abordé les années précédentes, c'est l'intégration et l'importance que vous mettez sur les langues africaines, et notamment les langues ivoiriennes. Donc, déjà, tout simplement, pourquoi ? Alors, déjà, au niveau du timing, dès la première année, en fait, nous avons intégré cette question. D'accord. Pourquoi ? Pour une question de philosophie, on va dire, et nous sommes parfaitement convaincus de l'importance absolue des langues, et surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui compte, il me semble, plus de 60 langues différentes, et il est absolument nécessaire de pouvoir s'appuyer sur ces langues-là pour développer des compétences dans ces langues, mais également dans la langue française ou dans toute autre langue. Et ça, donc, nous le faisons depuis la première année.
D'accord. Je ne suis pas particulièrement moi-même spécialiste de ce sujet-là, donc nous nous appuyons sur des spécialistes. Et donc dès l'année 2020, en fait, nous avions invité l'association, la fondation d'Ulala, qui est d'une langue à l'autre et qui est spécialiste de ces questions-là. Et donc leurs formateurs sont venus à Mermoz, au CDP, pour proposer des temps de formation aux enseignants dès l'année 2020-2021. D'accord. Et donc pendant 2 à 3 années, ils sont revenus puisque il est important de travailler avec les mêmes enseignants à des étapes régulières. Donc lorsqu'ils reviennent, en fait, on accueille de nouveau les mêmes enseignants d'une année sur l'autre pour approfondir en fait le sujet. Et donc c'est un sujet qui est capital pour le CDP et qui fait un peu partie de son ADN depuis le départ. Nous avons un grand nombre de formations qui ont trait au plurilinguisme. On développe le plurilinguisme de différentes manières. L'association d'Ulala venait pour la question du plurilinguisme en l'abordant par le biais du jeu, par le biais des arts plastiques. Voilà. Elle crée des fonds multilingues avec les enseignants pour qu'ils aient des outils qu'ils puissent ensuite utiliser dans le cadre de leur classe, et ce, dès la maternelle jusqu'au lycée. D'accord. Alors, il y a 2 approches, on va dire, sur la Côte d'Ivoire. On va avoir peut-être à Abidjan plus justement des enfants très francophones et qui parlent peu ou pas leur langue maternelle, ou enfin la langue de leur mère, on va dire. Et puis, on va peut-être avoir à l'intérieur des enfants au contraire où le français va peut-être être un peu plus difficile et qui vont mieux parler la langue de leur village. Comment vous jonglez? Est-ce que vous recevez des enseignants de l'intérieur? Alors, la spécificité du centre de développement professionnel est d'avoir accueilli depuis 4 ans des enseignants de Mermoz ou d'établissements similaires, d'établissements à programme français sur Abidjan, et des enseignants d'un certain nombre d'établissements privés à programme ivoirien d'Abidjan. Ce qui fait en fait un public varié et un public qui accueille au quotidien dans ses classes également des élèves à profil variés. Donc il a fallu s'adapter à cette spécificité et prendre en compte en fait ces différents publics. Parce qu'effectivement à Mermoz, on a essentiellement des enfants dont le français est la langue première, la langue parlée à la maison, ou bien des élèves qui vont venir d'autres pays, et donc qui peuvent être anglophones, sinophones, etc. Mais peu d'élèves finalement dont la langue parlée à la maison et la langue est une langue ivoirienne locale. En revanche, pour les personnels qu'on accueille de l'extérieur, ils ont ce profil de public-là, et nous nous sommes tournés vers d'Ulala à l'époque, justement parce qu'ils sont en capacité de traiter des 2 sujets, la question des langues internationales et également la question des langues locales, pour pouvoir en fait travailler de manière spécifique avec ces différents publics, accueillis dans les mêmes formations, mais avec un traitement qui va être différent et avec une approche qui permet aux 2 publics finalement de saisir les spécificités des autres. Donc il y a un enrichissement mutuel qui est proposé dans ces formations-là. C'est ce qui nous rend satisfait en fait du travail qui a été proposé depuis 4 ans. C'est aussi ce croisement en fait entre des approches qui sont différentes, et c'est de permettre à des enseignants de Mermoz qui ont une vision du travail et des publics qui est celle de l'accueil de 70 nationalités, de leur permettre de rencontrer des gens qui eux travaillent avec des enfants qui sont essentiellement de nationalité ivoirienne, mais qui ont également une grande variété de langues locales. Donc c'est ce travail qu'on a essayé de mettre en place. Ce n'est pas toujours simple, mais je pense que le résultat est positif. Nos enquêtes post-formation montrent qu'il y a beaucoup de choses qui ont pu être apprises et intégrées dans les classes en termes d'outils et de pédagogie, de méthodes de plurilinguisme. D'accord. C'est bien. Alors, écoutez, on va finir l'entretien avec une dernière question sur votre vision de l'avenir de l'éducation, avec toutes les modifications, toutes les évolutions technologiques et puis les différents besoins maintenant, les changements, les évolutions des élèves. Comment vous voyez un petit peu l'avenir? Alors, à court terme, ce qu'on peut noter, c'est que les programmes scolaires mettent toujours beaucoup de temps à s'aligner sur les évolutions sociétales,
et notamment dans le cadre de l'intelligence artificielle ou celle du plurilinguisme par exemple, et que parfois il faut respecter les programmes bien évidemment, mais nous aurions envie et tendance à aller plus vite. Donc à court terme, ce n'est pas simple. À long terme, on a toujours l'espoir que les choses évoluent dans une dynamique différente. Tout à l'heure, je parlais de mémorisation, par exemple. Cette question-là est importante, mais avec l'ensemble des outils que nous avons désormais, il est nécessaire, en fait, de repenser cette question-là pour aller vers des compétences qui sont plus complexes et permettre aux élèves, en fait, de développer leur esprit critique, de développer leur capacité à aller chercher la bonne information et de la discriminer avec des informations qui, elles, sont de l'ordre de la fake news, de la tendance, etc. Donc toutes ces questions-là sont absolument prégnantes. Et encore une fois, parfois nos programmes scolaires prennent du retard sur ces dimensions-là, mais je pense que c'est quelque chose qui désormais est quand même bien pris en compte dans les programmes français, ivoiriens. Et donc il faut absolument qu'on puisse mettre l'accent sur ces compétences fines. Alors, il y a des choses qui viennent comme ce qu'on appelle les compétences de vie, et donc qui intègrent esprit critique, développement de l'autonomie, etc. C'est quelque chose dont on n'entendait pas parler il y a 20 ans, moi, quand j'ai débuté, et c'est quelque chose qui est au cœur désormais de nos formations, qui est au cœur des sujets qui sont développés, et c'est tant mieux, c'est une bonne chose. En revanche, leur intégration en classe par les enseignants n'est pas toujours simple. Les formations servent évidemment à ça, mais on a tendance souvent à enseigner comme on nous a enseigné, plutôt que comme nous sommes formés. Et donc, il faut vraiment qu'on puisse accompagner les enseignants dans ces changements. Et c'est la raison pour laquelle les formations sont une chose très importante, mais peut-être plus importante encore que la formation, c'est la question du développement professionnel. C'est pour ça que le centre ne s'appelle pas centre de formation, mais centre de développement professionnel. Les enseignants doivent être accompagnés au long cours et pas seulement recevoir 2, 3, 5 jours de formation. Il faut qu'ils reçoivent ces temps de formation et il faut derrière que nous puissions les accompagner pour qu'il y ait véritablement changement de pratique professionnelle dans les classes et qu'on leur donne le temps et les échanges nécessaires pour que ce qui a été vu en formation puisse devenir pratique dans les classes. Tout à fait. Monsieur Clausel, merci beaucoup pour cet entretien. Et puis, on souhaite une longue vie au Centre de développement professionnel. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci pour vos questions. Au revoir. Au revoir.